Pour la 50e fois donc que la LICRA est réunie en convention, héritière d'une longue histoire. Cette longue histoire qui est liée de façon étroite à celle de notre pays dans ses heures les plus glorieuses, je dis hier soir, comme dans ses moments les plus sombres. Je voudrais rappeler que l'idée de la LICA, qui deviendra plus tard, en 1979, la LICRA, est née un soir d'octobre 1927, 90 ans, le jour de l'acquittement de Samuel Schwarzbart, dans une brasserie au nom évocateur et ô combien symbolique. Vous savez comment s'appelait cette brasserie? Elle s'appelait la brasserie Marianne. Et elle était située Place Blanche à Paris. Autour de la table de la brasserie Marianne, au cours de ce mois d'octobre 1927, étaient réunis les pères fondateurs de notre association qui proposèrent à Bernard Lecache de créer une association contre les pogroms et l'antisémitisme. Cédric, c'est la base de l'histoire que tu connais aujourd'hui, celle que j'ai rappelée lorsque je t'ai remis ton prix tout à l'heure, des réfugiés déjà qui venaient dans ce havre de paix, ce pays des Lumières qu'est notre beau pays, qu'il était en tout cas. Les gens qui étaient autour de la table, ils s'appelaient Joseph Kessel, Henri Torres, Élie Soffer, et beaucoup les rejoindront, et j'ai plaisir à rappeler, réparant ici une injustice historique, le nom de Lazare Rachline. Tous partageaient une lourde inquiétude, celle de ceux qui, sans doute avant les autres, ont compris que les nuages annoncent l'orage. À l'époque, le danger avait un seul visage, c'était celui du nazisme, celui du totalitarisme, qui peu à peu, on le sait, gangréna l'Europe avant de nous entraîner, comme nous le savons aussi, dans le chaos et dans la catastrophe. 90 ans plus tard, aujourd'hui, cette inquiétude persiste à étreindre nos esprits et à assombrir nos cœurs. Mais la particularité, c'est que si ce sentiment nous touche de la même manière, la haine a désormais non pas un visage, mais deux visages qu'il nous faut craindre et regarder de face pour mieux les affronter et les combattre. Le premier de ces visages, celui qui est nouveau, mais il faut le voir, c'est évidemment celui de l'islam politique et de ses développements terroristes. Et je parle bien, et j'insiste sur ce point, je ne parle pas ici évidemment de l'islam. Je parle ici de cet islam politique et de cet islam qui est à l'origine de ces développements terroristes. C'est celui-là qui a mis fin à notre relative insouciance un matin de mars 2012 à Toulouse et à Montauban. C'est lui qui a voulu abattre nos libertés à Charlie Hebdo, sur les terrasses de Paris, au Stade de France et au Bataclan. C'est lui qui a montré son antisémitisme viscéral à l'école Zaratora et à l'hyper cachère de Vincennes. C'est lui qui s'en est pris au symbole de la France. Notre armée à Toulouse et à Montauban, nos forces de l'ordre à Magnanville et à Montrouge, notre fête nationale à Nice, notre liberté de conscience à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et c'est lui qui, aujourd'hui, pour la première fois de notre histoire, nous contraint à voter sous le régime d'exception de l'état d'urgence. Le second danger, on le connaît, nous, à la LICRA, depuis si longtemps, c'est évidemment celui de l'extrême droite. Cette extrême droite qui sait le parti qu'elle peut tirer dans les urnes du traumatisme et du climat de crainte qui est subi par nos compatriotes après le quinquennat sanglant que nous venons de traverser. Comme toujours dans leur histoire, les extrémistes savent profiter de ces mauvais penchants et de ces faiblesses, il faut bien le dire aussi, de notre classe politique et de cette absence de croyance dans l'avenir, dans le progrès. Ce qui est singulier, et faisons ensemble cette analyse, puisque je viens de vous parler de ces deux dangers qui en apparence sont aux antipodes l'un de l'autre, mais qui en réalité s'alimentent l'un et l'autre. Les excès de l'un sont le carburant de l'autre,
ai-je vraiment besoin de développer? Alors voilà l'état, la photographie de la situation. Mais lorsque on nous dit « mais vous parlez beaucoup trop de l'extrême droite, vous ne parlez pas suffisamment de danger de cet islam politique », on ne cesse de le faire. Mais le rendez-vous de l'histoire, celui auquel nous sommes confrontés dans les jours, dans les semaines, dans le mois qui vient, soyons lucides, l'islam politique, j'allais dire pardon, mais puisque nous sommes à Strasbourg, grâce à Dieu, n'est pas en voie de prendre le pouvoir dans notre pays. Et nous saurons heureusement nous en défendre, mais l'autre danger, n'est-il pas un danger immédiat? On me disait récemment sur un plateau de télévision, un débat auquel je participais, un des éditorialistes d'un journal quotidien bien connu me disait « Oh, arrêtez de jouer à vous faire peur ». Mais, attends, c'est pas un jeu. Et je joue pas à me faire peur. Enfin, il faut voir les choses. Et on l'a vu au cours du débat tout à l'heure avec nos amis. Enfin, rendez-vous compte et on se rend compte, mais c'est le moment d'en faire le point, ensemble, amicalement, dans cette discussion que nous avons. Cette habitude que, souvenez-vous, il y a 30 ans, quand on combattait Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'un instant, on allait imaginer que des villes allaient devenir Front National? Catherine, franchement, lorsqu'on se battait là-dessus, est-ce qu'on imaginait une chose pareille? Et aujourd'hui, c'est une réalité. Est-ce qu'on imaginait que le Front National, comme ça a été le cas hier, arriverait en tête des élections européennes? Est-ce qu'on imaginait qu'il y a un an, aux élections régionales, il battrait un record historique? 6 500 000 électeurs. 6 500 000 électeurs. Je vous rappelle qu'en 2002, à la même période que celle où nous sommes aujourd'hui par rapport aux élections présidentielles de 2002, on annonçait le candidat du Front National à 8%. Un mois plus tard, 18. Ça, ce sont des données qui sont des données purement objectives. Alors, que les choses soient claires, on a été les premiers à dire « ne sombrons pas dans le fatalisme. Non, ce n'est pas irréductible. Non, on peut se battre. Oui, on peut se battre. Refuser le fatalisme, c'est pas refuser de voir la réalité. Et combattre, c'est être conscient du danger. » Alors, moi, je n'ai pas 36 000 choses à vous proposer. J'en ai pas 36 000, mais je crois que ici, parce que la LICRA, parce que son histoire, parce qu'elle connaît, parce que nos anciens se sont battus avec la virulence et la force que vous savez, nous, on a une seule capacité. D'abord, notre association, c'est avant tout une association de veille et d'alerte. Nous sommes des guetteurs de la République. Et lorsqu'on guette, et que l'on sait, et que l'on a conscience du danger devant lequel nous nous trouvons, il y a une seule chose à faire, et c'est la résistance. Mais la résistance, c'est pas attendre les élections pour descendre dans la rue. Moi, lorsque j'entends aujourd'hui que certains partis politiques, peu importe, syndicats, nous annoncent des grandes manifestations pour le 1er mai contre le Front National, mais où sont-ils? C'est demain qu'ils doivent être dans la rue, pas le 1er mai. Vous savez, vous, ce qui va se passer le 1er mai? Vous savez ce que sera notre gouvernement le 1er mai? Moi, j'en sais rien. Et cette espèce d'apathie collective qui consiste à dire ne pas voir la réalité du danger est quelque chose qui, véritablement est effroyable. Et je crois, je continue de façon sempiternelle. Et on l'a vu, donner optimisme. Bon, peut-être que Dany, tout à l'heure, a fait preuve d'un optimisme un peu débordant et peut-être excessif. Il faut que les choses soient claires. Il y a 2 France qui se dessinent. Il y a 2 France. Et dans ces 2 France, il faut choisir son camp. Il y en a assez des j'y vais pas, peut-être, etc. Je l'ai dit au cours de la dernière convention, je crois, au cours des universités. C'est pas le tout d'empêcher les extrémistes et le Front National de prendre le pouvoir. Si les idées du Front National arrivent à prendre le pouvoir sous une autre couleur ou sous une autre personnalité, on aura perdu de la même façon. C'est un combat d'idées, c'est un combat de valeurs.
Et la véritable question est celle précisément des valeurs. Et il y a deux France. Il y a la vraie France, celle que nous incarnons nous. Et c'est pour ça qu'hier, à l'Hôtel de Ville, je me suis autorisé à dire « nous sommes la France ». Et nous sommes les plus nombreux, clairement. Seulement le problème, c'est que les démocrates, ils ne savent plus parler, ils ne savent plus hurler. Ils ne savent plus manifester leur amour de la démocratie et des valeurs de la République. Les extrémistes, eux, ils le savent. Et j'ai la prétention, effectivement, de dire et d'affirmer haut et fort que nous sommes la France. Celle des valeurs que je rappelais hier, tout simplement, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, mais également ces symboles que l'anti-France essaye de préempter, de nous prendre, qui sont les symboles, qui sont les valeurs, et qui sont aussi, d'une certaine façon, les héros et les martyrs. Nous sommes la France de Pierre Brossolette, qui a su refuser d'abdiquer son idéal à l'esprit de Munich, qui aujourd'hui prédomine. Nous sommes la France de Jean Moulin, puisque je parle de résistance, qui a refusé d'obéir au déshonneur. Nous sommes la France aussi, et je suis heureux de le citer, de Missak Manoukian, qui a su sacrifier sa vie, lui, le petit-fils d'immigrés arméniens, pour les valeurs de la France. Nous sommes la France de Germaine Tillon, puisque je parle de résistance, de Lucie et de Raymond Aubrac, de Geneviève Antonos de Gaulle, autant de témoins au procès Barbie, de Jean Zay, de Max Dormoy, bien sûr de Pierre Mendès France et de Guy Moquet, qui avait juré de ne pas connaître la honte de mourir sans avoir combattu. Bien oui, à la LICRA, nous ne voulons pas connaître la honte de mourir sans avoir combattu. Je le dis de façon, là aussi, sempiternelle, sans jamais ou rarement être entendu, mais je le redis ici à vous parce que c'est un message qui est à passer. Nous sommes la France et l'extrême droite, c'est l'anti-France. L'extrême droite, c'est l'héritière de Vichy. L'extrême droite, c'est sur ses fonds baptismaux, ce parti politique a été créé par des traîtres à la France, par des gens qui ont été condamnés à la libération, des gens qui sont entrés dans la Waffen-SS pour la victoire de l'ennemi contre la République et contre la France. Ça doit rappeler quelque chose. Quand je parlais du parallèle entre les deux extrémismes politiques et l'islam politique, ces Français qui aujourd'hui trahissent la France et qui effectivement sont des meurtriers d'hommes, de femmes, de valeurs et d'honneur. Les obsessions de cette extrême droite sont toujours les mêmes. Les juifs, les noirs, les arabes, les homosexuels, les francs-maçons. Et cette façon de vouloir préempter la laïcité. Enfin, comment pouvons-nous accepter cela? Et bien évidemment, nous ne pouvons et ne devons pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce que je vous propose? En me disant, ben oui, t'es bien gentil, mais voilà, c'est bien ton constat, mais on fait quoi maintenant, une fois qu'on a dit ça? Eh bien, on fait ce que je vous dis chaque fois que je vous adresse la parole. C'est que chaque fois que moi, en tant que président de la LICRA, chaque fois qu'en tant que citoyen, tout simplement, je vais essayer de trouver les solutions, je vais les chercher chez nos pairs, tout simplement. Je vais les chercher sur nos pairs, et vous le savez, parce que j'ai l'habitude de vous le dire, mais je n'ai pas peur des redites. Cherche mon bréviaire. C'est quoi? C'est les pairs avec les deux orthographes. Parce que ce sont nos pères et ce sont nos pères. Je voudrais vous rappeler qu'en 1934, la LICA s'était engagée dans ce qu'on appelait à l'époque une coordination antifasciste. Les mots peuvent avoir changé, mais la réalité demeure la même. En 1936, elle a, écoutez bien, parce que c'est nous, hein, je ne parle pas des autres, je parle de nous, je parle de la LICA, je parle de la LICRA, elle a exigé des candidats aux législatives, je cite, le respect de l'égalité des droits entre les races de tout pays et l'a appelé à voter contre les ligues, il s'agissait évidemment des ligues facieuses et contre les racistes déclarés. 1951, la LICA appelle, écoutez bien, parce que c'est ça le sens de mon message, le voilà. Le 17 juin, il me semble que cette année, c'est le 17 juin, les législatives. Lisez bien cela. La LICA appelle à voter antiraciste.
Voilà ce qui est écrit dans cet article. Le 17 juin, oublierons-nous que nous sommes avant tout des antiracistes? Les jeux de la politique seront-ils plus forts que nos principes? Un homme, pour moi, écrit mon prédécesseur Bernard Lecache, un homme, pour moi, n'est pas complètement digne de ce nom s'il n'est pas ouvertement et inconditionnellement déclaré pour l'égalité entre les races. On ne peut se réclamer d'aucune idéologie libérale, républicaine, voire révolutionnaire, si l'on marque sur ce point la moindre réticence, la moindre restriction de pensée, et il conclut « voter pour des antiracistes déclarés ». Alors quelle est la situation aujourd'hui et quel est le parallèle que je vous propose? Et quelle est l'action que je vous propose? Le constat, on a tous le même. Cette campagne électorale est un scandale et un déshonneur pour notre pays et pour les valeurs que nous représentons. Lorsque j'entends sur des chaînes de télévision un syndicaliste policier et un ancien avocat général venir nous expliquer tout benoîtement que bamboula, c'est un terme affectueux, je me demande dans quel pays je suis. Lorsque je vois, pardon, mais la caricature de M. Macron, telle que vous l'avez vu vous-même, venant d'un parti politique dont le leader prétend à devenir le président de notre République, je suis atterré parce que de deux choses l'une. Soit celui qui a fait cela, qui n'est certainement pas le candidat, qu'il a d'ailleurs condamné, mais ce n'est pas le problème. Soit il y a de l'idéologie, soit, pardonnez-moi l'expression, il y a de la connerie. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est également inacceptable. Et lorsque l'on voit qu'un élu de Chambéry, sur cette affaire-là, vient nous expliquer, parce qu'effectivement il y a une émotion dans le pays, qu'il y a deux poids deux mesures entre les musulmans dont on caricature le prophète et le lobby sioniste qui serait intouchable, alors là, je ne comprends plus rien. Lorsque je vois toujours un élu, encore en Rhône-Alpes, en Isère, qui vient nous expliquer doctement, ça a été rappelé hier, que les Roms, il faudrait leur enlever leurs dents en or pour payer ce qu'ils coûtent à la France. Voilà l'état dans lequel se trouve aujourd'hui notre pays, et je ne parle pas évidemment des caméras cachées, des manifestations du Front National au cours desquelles le naturel revient au triple galop. Alors, qu'est-ce que je vous propose? C'est très simple. Face à tout ça, je crois qu'il est temps de revenir à nos fondamentaux et de dire les choses comme elles doivent être dites. Alors, vous le savez que nous avions imaginé et proposé de proposer nous-mêmes aux candidats à la présidence de la République, puis ensuite aux candidats aux législatives, une charte que nous appelions une charte éthique. De quoi s'agit-il? C'est simplement, chère Catherine, de rappeler les politiques et ceux qui aspirent à gouverner notre pays, soit au sommet, soit au Parlement, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, les obligations qui leur incombent, ne serait-ce que l'exemplarité dans l'utilisation des mots, dans l'utilisation des concepts, dans la définition des choses. Et voilà effectivement l'engagement après un préliminaire, un préambule assez complet dans lequel nous rappelons que la meilleure façon de rappeler la République, c'est de redonner force et tenue au langage. Commençons par cela. Cet engagement solennel, il n'est pas compliqué, il est en 2 articles. Le premier article, c'est « Au cours de la campagne électorale, dans le cadre d'un débat public libre et démocratique, je veillerai et je m'engage, moi candidat, à veiller à m'exprimer avec le souci permanent de l'éthique républicaine, de la cohésion nationale et de la paix civile, en rejetant toute forme de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie et d'homophobie. » Article 2. Je m'engage à combattre et à faire battre dans les urnes tous ceux qui auront eu une expression publique marquée par le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie ou l'homophobie. Alors voilà ce que je vous propose. On va faire une première chose. D'abord, on va assumer ce que nous sommes. Et on ne va plus se cacher derrière les mots. On va commencer par ne plus appeler cette charte une charte éthique, mais à la façon de nos anciens,
nous allons l'appeler de son nom. Ça sera une charte antiraciste. C'est-à-dire que nous allons pleinement assumer. Comme je le disais tout à l'heure, on doit choisir son camp. Et aujourd'hui, lorsque nos concitoyens seront appelés aux urnes, ils doivent savoir pour qui ils votent. Je voudrais vous rappeler, mon petit bréviaire, c'est l'antiracisme, école du courage. École du courage. Voilà ce qu'écrivait le président Lecache en 1956. Au terme de ce rapport, c'est quand même l'espoir qui intervient. Alors oui, l'espoir. Regroupement dans l'indépendance, barrage contre le fascisme, unité de nos conceptions et de nos efforts, consolidation de nos liens avec les antiracistes de tous les pays, la LICA, écoutez bien, la LICA retourne à l'école du courage. Je vous exhorte ce soir à retourner à l'école du courage et de faire tomber les masques. Voilà ce que je trouve encore, et je vous rassure, c'est la dernière lecture que je vous ferai, mais elle est importante. Nous devons énergiquement dénoncer les hommes, les organisations, les partis, les États qui ne sont antiracistes que partiellement pour les besoins de leur cause. Pour les besoins de leur cause, quitte dans les réalités quotidiennes à changer leur fusil d'épaule. On ne se sert pas de l'antiracisme, on le sert. Il n'y a pas d'antiracisme de droite et d'antiracisme de gauche. Je n'enlève ni n'ajoute pas un mot à ce que Bernard Lecache écrivait en 1956. Alors notre plan de marche, il est très simple. Dès la semaine prochaine, cette charte finalisée, j'irai rencontrer les candidats à la présidence de la République. Et je leur soumettrai la charte, cash, avec son vrai nom, sans masque. Est-ce que vous êtes prêts à signer une charte antiraciste? La réponse est très simple, elle est binaire. C'est oui ou c'est non. Vous la signez, c'est très bien et on le fera savoir. Vous ne la signez pas, c'est bien aussi et on le fera savoir. La neutralité politique, qui est notre Bible, encore un terme qu'on pardonnera à Strasbourg, ne signifie pas que nous abdiquons des responsabilités et des valeurs qui sont les nôtres. Je propose et je vous demande clairement que les masques tombent et que nous appelions, comme le faisaient nos anciens, à faire battre dans les urnes ceux qui ne signeront pas cette charte et qui ne s'engageront pas à être d'authentiques antiracistes. Après les présidentielles, il y aura les législatives. Et là, au premier et au deuxième étage, c'est à vous de jouer. Dans les villes, dans les sections, dans les régions, vous allez labourer le terrain. Vous allez aller voir les candidats. Vous allez leur soumettre cette charte un à un. Et on tiendra la cartographie de ceux qui signent et de ceux qui ne signent pas. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas plus que vous ce qui va se passer dans quelques semaines. Mais il y a une chose dont je veux être certain, c'est que, en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que président de la LICRA, moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace et je veux que vous puissiez vous regarder dans la glace le jour où ça tombera. Et de vous dire, nous, à la LICRA, on aura tout fait pour que cela n'advienne pas. À nous de jouer. Merci.